Bonjour, mon nom est Guy Jacques et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Au cœur des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Mme Julie Demers de l'organisme Partage au masculin, avec qui nous allons discuter de l'organisme, des services offerts et des difficultés que vivent les hommes dans notre société. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Oui. D'abord, pour entamer le tout, au fond, qu'est-ce que Partage au masculin? C'est un organisme communautaire qui vient en aide aux hommes qui vivent des difficultés d'ordre psychosocial. OK. On est situé en Chaudière-Appalaches. On a 10 points de service en tout. C'est ça, on rencontre des hommes qui vivent, par exemple, des séparations conjugales. Okay. Des fois, ça va être problèmes comme des abus sexuels, des traumatismes, diverses difficultés, en fait. Là, on couvre assez toute vaste, la gamme, finalement, des difficultés. Oui. Des fois, ça va être quelqu'un qui va être en recherche d'emploi, qui va avoir des difficultés un peu à s'orienter là-dedans. OK. Des questions d'estime de soi, des choses comme ça oui, aussi, effectivement. j'imagine. OK. Quelle est la petite histoire de Partage au masculin? En fait, ça l'a parti avec des hommes qui se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup de services en Chaudière-Appalaches pour répondre aux problématiques qu'eux pouvaient rencontrer. Okay. Que les gens non plus n'étaient pas formés pour répondre à ces besoins-là, parce que les besoins des hommes, la façon dont ils sont exprimés, là, les besoins des hommes, ce ne sera pas nécessairement pareil que chez les femmes. Okay. Puis avant ça, on voyait qu'il y avait beaucoup d'organismes pour les femmes, mais peu pour les hommes. Donc, ils se sont mobilisés et ont fondé Partage au masculin. Puis ensuite de ça, il y a différents points de service qui sont amassés, finalement, qui sont accumulés au fil des ans. Oui, parce qu'il y avait de la demande un peu partout à travers les différentes villes. OK. Ça a commencé à quel moment, finalement? En 94, excusez. 94, OK. Ouais. Pouvez-vous me parler de la mission de l'organisme? C'est de venir en aide aux hommes en difficulté. On essaie de briser l'isolement des hommes aussi. On essaie de répondre le plus possible à leurs besoins en fonction de leur socialisation. Fait qu'on fait aussi des groupes de soutien, des cafés-discussions, ce qui permet aux hommes de former des liens avec des autres hommes qui vivent des difficultés semblables, ou du moins d'échanger. Créer un réseau d'échange d'une certaine façon. Oui, un réseau de contacts. C'est pas mal ça. OK. Y a-t-il des rencontres individuelles aussi ou ça se passe plus en groupe? Non, 90 des interventions qui sont faites, c'est des rencontres individuelles. OK. Où qu'on aborde vraiment les problématiques là, selon les personnes. Bien, dans un suivi qui est basé sur qu'est-ce que la personne désire travailler au moment où elle vient nous voir. OK. C'est des objectifs qui sont co-construits là, avec la personne. OK. Sur quel territoire œuvrez-vous? Là, vous me disiez, au fond, que c'est tout Chaudière-Appalaches. Oui. OK. Y a-t-il des endroits que ça se concentre plus à partir de Lévis? Bien, on couvre Lévis, Saint-Georges, Sainte-Marie, Disraeli maintenant, Thetford. C'est ça, il y a différents petits points de service aussi, là, mais généralement, le plus gros point de service, ça reste que c'est Saint-Georges, puis ensuite Lévis. OK. Quels sont les services exactement que vous offrez aux hommes de la région? Bien, comme je disais, 90 des interventions qu'on fait se font en individuel. Donc, les hommes font la demande auprès de Partage au masculin. Des fois, ça va être une demande qu'ils font eux-mêmes. Des fois, ça va être poussé par un proche. Ou des fois, ça va être un autre organisme qui va nous contacter. Puis, on va ensuite prendre contact avec la personne. Ensuite, il y a un rendez-vous qui lui est offert selon l'horaire des intervenants dans des différents points de service. Puis on le rencontre, on établit un lien de confiance avec la personne, on regarde qu'est-ce qu'elle veut travailler, puis comment que nous, on peut l'aider à atteindre ces objectifs-là. OK. Puis comment qu'on parvient à établir un lien de confiance, finalement, avec cette clientèle-là? Avec les hommes en particulier? Oui. Bien, on est formé pour recevoir la demande d'aide des hommes, puis s'ajuster à leur réalité. Donc, on est capable de voir des fois dans la façon dont le problème est exprimé que, des fois, ça va passer plus par la colère là, pour les hommes, pas tout le temps, mais parfois, on va être capable d'aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de la colère là, qui est exprimée. C'est quoi le besoin qui est en arrière de ça? C'est quoi la problématique qui existe qui fait ressortir la colère comme ça, au fond? Oui, c'est ça. On va être capable de plus voir c'est quoi les symptômes présents chez les hommes, mettons, quand ils sont en dépression ou quand... il y a des hommes qui font une demande parce qu'ils ont vécu des abus sexuels ou des abus dans l'enfance, peu importe c'est quoi. Bien là, on essaie d'aller voir un peu c'est quoi qui a développé comme stratégie pour se rendre où ce qui est là aujourd'hui. On va l'accompagner en fonction de ça. Là. On est dans une approche positive où on essaie de miser sur les forces de la personne
puis non pas juste être axé sur la difficulté là, qui est présente au moment qu'il vient nous voir. OK, ça fait faire un portrait global de la personne, finalement, pour... Oui, puis tu sais, on a des formations aussi concernant la socialisation des hommes, ce qui nous permet de mieux comprendre aussi des fois les freins à la demande d'aide, parce qu'on sait que chez les hommes, demander de l'aide, c'est plus difficile. Ouais, c'est plus tabou encore. C'est pilé sur son orgueil de masculin un peu, j'imagine, d'une certaine façon. Oui, exactement. Quelles sont les principales raisons qui peuvent amener les hommes à vous contacter? N'importe quelle difficulté d'ordre psychosocial. Okay. Ce qu'on va voir, souvent les séparations sont vécues difficilement par les hommes parce que le réseau de contact est moins grand que chez les femmes. Okay. Pas tout le temps, mais parfois. Mais tu sais, quand ça vient toucher, par exemple, quand les hommes perdent leur emploi ou se retrouvent plus isolés là, sur le plan social, ça va être des moments où la demande d'aide va souvent se faire. Là. Okay. Dans des moments de crise, généralement, là, où ce qui sont poussés sont au bout du rouleau, là, ils nous contactent parce que ça va vraiment pas bien, ils ont besoin d'aide. OK. C'est souvent dans ces moments-là. C'est un moment favorable pour eux, pour une prise de conscience qui se fait. C'est des moments charnières, effectivement. OK. Il y a diverses choses, je crois bien, là. La communication, travailler sur la communication, le stress, les anxiétés, des choses comme ça aussi. Là. Oui. Problème d'adaptation. Oui, effectivement. Des pertes d'emploi, comme je disais, des séparations conjugales, des abus, des fois du harcèlement vécu en milieu de travail ou à la maison. On aide aussi les hommes qui sont victimes de violences conjugales. Parce que ça, c'est une dimension qui est moins connue. Oui, effectivement. Mais les hommes sont Habituellement, victimes. on serait plus porté à voir la violence conjugale envers les femmes qu'envers les hommes dans la société. Oui, bien, la violence des femmes est moins reconnue, mais les femmes peuvent avoir des comportements violents, tout comme les hommes. Mais nous autres, on est dans une approche où on va aller voir c'est quoi la dynamique dans le couple, comment que la communication puis la violence peut s'exprimer dans ce couple-là en particulier. On va essayer d'accompagner l'homme, mais pas dans... C'est pas dans une approche où il est nécessairement le seul coupable. Là, il y a des femmes aussi qui font de la violence conjugale. On les accompagne là-dedans, dans la reconnaissance aussi de ce qu'ils vivent. OK. Parlez-moi du processus du premier appel de l'homme en difficulté jusqu'au premier rendez-vous avec vous. Bien, justement, il y a généralement une prise de conscience de la problématique. Là, ensuite, il nous contacte ou on est contacté via un organisme partenaire dans lequel l'homme va déjà chercher des services. Après ça, ben là, il fait un appel. La secrétaire reçoit l'appel. Dépendamment où l'homme est situé, là, dans quelle région, ben, il va être référé au point de service de sa région. On a fait des rencontres par téléphone, par Zoom, puis en personne. Puis, généralement, dépendamment des points de service, il n'y a pas toujours de liste d'attente. Quand il n'y a pas de liste d'attente, généralement, dans la semaine suivante ou l'autre d'après, l'homme a un rendez-vous de cédulé. OK, la première rencontre se fait à ce moment-là pour pouvoir vraiment... Pour puissiez voir c'est quoi la problématique avec cette personne-là, au fond. Bien, c'est ça. On regarde aussi, est-ce que la personne elle a des idées suicidaires, là, quand... Est-ce que... c'est quoi la problématique qui l'amène à consulter? Quand c'est des idées suicidaires, même peut-être qu'il y a une priorité où on essaie de le passer plus vite. Oui, c'est ça. Mais généralement, quand même, le processus est assez court là, avant... Avant que la rencontre se produise. Oui, exactement. Est-ce que les proches d'un homme en difficulté peuvent aussi vous contacter? Ça arrive, ça, j'imagine? Ben oui. Ou c'est plus les hommes qui font vraiment le mouvement? Bien, en fait, c'est que les proches peuvent nous contacter, mais il y a une notion de confidentialité. On ne pourra pas appeler un homme parce que quelqu'un nous a appelé pour qu'on le contacte. Il faut que la démarche vienne de lui. Ouais. Puis c'est quelqu'un qui nous appelle pour avoir des informations par rapport à un client qu'on a. On ne peut pas lui en donner. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est soit l'homme fait la demande par lui-même ou c'est un organisme partenaire, comme je disais tantôt, qui fait la demande avec cette personne-là ou qui nous le réfère. OK. Parce qu'il a déjà contacté cet organisme-là, au fond, puis il voit d'un côté que vous êtes l'organisme le plus approprié pour l'aider. Bien oui, parce que on est formé pour intervenir auprès des hommes en particulier. Donc, ouais. Et comment aidez-vous ces hommes à surmonter leurs difficultés personnelles? Bien, on fait un plan d'intervention individualisé. On regarde c'est quoi les objectifs de la personne.
c'est quoi son réseau, c'est quoi ses forces, c'est quoi les difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans le processus, là, qui pourraient nuire des fois à atteindre les objectifs. Mais on va essayer de travailler sur les forces. Qu'est-ce qui a déjà marché dans le passé? Qu'est-ce qu'on peut remettre en place aujourd'hui qui pourrait aider? Ça dépend vraiment c'est quoi la problématique, là. OK. Puis, au fond, chaque cas est différent. Oui, puis c'est vraiment individualisé. Oui, puis c'est ça. On essaie de travailler avec ce que la personne elle nous amène. On essaie de l'amener aussi à voir les différents angles de ce qu'elle vit. Mais ça arrive-tu des fois qu'ils se révèlent pas vraiment, qu'ils vont consulter, j'ai besoin d'aide, mais que il y a plus d'une problématique, mais il y a des choses qu'ils veulent pas aborder? Bien, ça peut arriver, mais on ne poussera pas la personne à aller plus loin que ce qu'elle veut nous révéler. Okay. On n'est pas là non plus pour aller creuser dans l'intimité de la personne sur des choses qu'elle n'est pas prête à ouvrir. Là. Okay. Ça pourrait être néfaste de faire ça. Oui, j'admets. Mais on y va avec ce que la personne elle nous donne. On peut donner des pistes aussi puis essayer d'ouvrir des affaires, mais toujours dans le respect de la personne. OK. Fait que c'est chacun son propre rythme, finalement. Oui, c'est ça. D'une certaine façon. Quels moyens utilisez-vous pour rejoindre votre clientèle? Bien, on est présent sur les réseaux sociaux. On a des affiches. Aussi un petit peu partout dans les organismes. On est beaucoup connus aussi dans les organismes. Il y a de la Chaudière-Appalaches parce qu'on intervient auprès des hommes. Fait qu'il y a beaucoup d'organismes qui nous réfèrent, des clients. Sinon, ben, on a des cafés de discussion dans différents points de service. Donc là, c'est pas tout le temps des clients qui sont présents dans les cafés de discussion, mais les intervenants qui animent, généralement, ils font un peu la promotion du service. Okay. Je sais qu'il y avait de la pub qui avait été faite sur Facebook dernièrement. Oui, concernant certaines conférences ou certains points aussi de service qui s'ajoutaient. On y reviendra plus tard de toute façon. Oui. Là. Mais non, moi, au fond, c'est lors de ma visite au Salon de l'intégration que j'avais découvert votre organisme, finalement. Fait que je voyais que c'était là aussi pour les immigrants, d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Ben, on est présent quand il y a certaines activités, là, comme le Salon de l'intégration ou un Salon des organismes. OK. On essaie d'être présent pour justement faire connaître nos services puis faire en sorte que la communauté connaisse Partage au masculin. OK. Et s'ils ont besoin de s'y référer, qu'ils puissent le faire, finalement. Oui. Combien d'interventions effectuez-vous annuellement? Entre 4 000 et 4 500 environ. OK. 90 des interventions sont faites. Il y a plusieurs interventions par personne aussi? Oui, c'est ça. Okay. 90 de nos suivis se font en individuel. Okay. Par année, ça fait environ 4 500 interventions. Puis une seule personne peut avoir combien d'interventions effectuées auprès d'elle? C'est variable. Là, ça dépend. C'est quoi la nature du suivi? On a des suivis, par exemple, quelqu'un qui vient consulter pour un deuil. Pour une personne, ça peut être 10 rencontres, puis l'autre, ça va être 20. Okay. C'est variable. Là. C'est variable selon la problématique puis selon la personne. Là, okay. Tant que le besoin est là, finalement, vous êtes là. Oui, c'est ça. OK. Est-ce que vous avez constaté une hausse de la demande du côté de votre organisme dans les dernières années? Oui. Je sais qu'au moment de la pandémie, ça l'avait diminué un peu. Okay. Il y avait moins de demandes d'aide, puis ensuite de ça l'a augmenté. Avant, c'était environ 700 à 800 demandes par année. Puis maintenant, on est environ à 1000, 1500. OK. Qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse-là? Outre le fait que peut-être vous êtes de plus en plus connu aussi. Là. Il y a ça, mais tu sais, il y a... Ça l'a fait augmenter... La pandémie a fait augmenter les problèmes de santé mentale là, en raison de l'isolement qui a été vécu à ce moment-là. T'sais, on voit aussi le coût de la vie qui augmente, la pénurie de logements, etc. Ça vient un peu précariser là, la population là-dedans. Donc, il y a ça, mais il y a aussi que la demande d'aide des hommes est beaucoup moins tabou. On va voir que les hommes en bas de 35 ans font beaucoup plus de demandes d'aide maintenant qu'à une certaine époque. Okay. La demande d'aide des hommes est moins présente entre 35 et 45 ans. C'est comme un gap de population qu'on rejoint peut-être un peu moins, malgré qu'on en a quand même dans nos services. Mais après 50 ans, on en a quand même aussi plus. OK. Mais ça reste que la socialisation des hommes les amène, puis les amenait peut-être moins à effectuer une demande d'aide, à dire que ils pouvaient vivre des difficultés, à nommer leurs émotions. Toutes des choses qui sont demandées dans un suivi psychosocial, qui étaient plus difficiles pour eux. Mais maintenant, la socialisation des jeunes hommes est différente. Là. OK.
Donc, vraiment, le gap est entre 35 ans et 50 ans environ. Oui. Que là, il y a moins de demandes de votre côté. Il y en a moins, mais on en a quand même. OK. On ne peut pas dire qu'il est inexistant, c'est juste qu'il y en a moins. OK. C'est quand même étonnant de voir ça. Je me serais attendu, peut-être, oui, pour les jeunes, que ce soit plus actif, étant donné, comme tu le dis, peut-être l'éducation différente aussi, la socialisation. Vois-tu même les hommes Écoute, moi, j'ai 55 ans, et c'est pas vraiment... C'est de notre génération, typique de notre génération d'aller chercher de l'aide, là. Non, effectivement. OK. Mais tu sais, on en parle de plus en plus. Il y a différents reportages qui ont été faits sur la demande d'aide des hommes. La publicité est faite là-dessus. Okay. Ça... Il y a une ouverture qui se crée aussi à ce niveau-là. Il y a peut-être une prise de conscience. Un peu plus. Puis parfois, il y a des hommes aussi qui sont poussés par leur conjointe là, à venir consulter. Donc ça, des fois, c'est un motif qui motive les hommes beaucoup. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre ça. J'imagine la scène, d'ailleurs. Ouais. C'est genre, fais quelque chose parce que ça ne pourra pas continuer comme ça. Qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse-là, en général, d'après vous? Y a-t-il des éléments qui seraient vraiment prioritaires là-dessus? Qui pourraient expliquer la hausse de la demande? Bien, comme je disais, les conditions de vie ont changé. Tout est plus cher. Là. Donc, puis il y a la pénurie de logement, il y a la pauvreté. Il y a un paquet de facteurs qui viennent affecter finalement la condition des hommes. La précarité des emplois, en fait. Il y a l'isolement aussi. Les gens sont plus isolés. Donc, ça fait que quand ils vivent des difficultés, bien, les gens se retrouvent peut-être plus seuls qu'avant. Okay. Donc, ça les pousse à venir... Le filet social est moins existant. C'est ça. Ça les pousse à venir demander de l'aide. OK. Vous avez ajouté un nouveau point de service récemment à Disraeli. C'était pour satisfaire un besoin qui était présent dans ce coin-là de la MRC? Oui, mais on se rendait compte... Chaudière-Appalaches. Oui, mais on se rendait compte que tout ce secteur-là était moins couvert. Okay. C'est pas non plus tout le monde qui a un véhicule pour se déplacer puis venir à des rencontres. Puis, dépendamment si la personne est plus âgée, des fois, ça peut être plus difficile d'utiliser les technologies là, comme Zoom ou Teams là, pour faire les rencontres. Puis, ça reste qu'une rencontre en présentiel, c'est plus facile aussi. Donc, on se disait que ça pouvait être pertinent d'offrir le service là-bas. Fait que là, c'est ça, on est ouvert depuis le 19 février. On offre des rencontres le mercredi après-midi à Disraeli. OK. Les hommes ont juste à faire la demande, puis pour l'instant, il n'y a pas de liste d'attente à Disraeli. Ça se passe, je pense, au centre d'entraide. Oui, exactement. Okay. On a un bureau là-bas. OK. À quel moment et où, nous, on l'a dit, c'est au CRD, les services sont offerts finalement, vous me disiez, c'était tous les mercredis? Oui, en après-midi. Okay. Et quels sont vos autres points de service dans la MRC des Appalaches, par exemple? Bien, comme je disais tantôt, là, on est à Sainte-Marie, à Lévis, à Saint-Georges. Puis là, il y a différents petits points de service. Là. Je ne les connais pas tous en détail, là, mais... Mais à Thetford Mines aussi, vos bureaux sont ici, donc... Oui, on a un bureau ici. OK. Est-ce que des hommes de tous... On a déjà un peu discuté, mais est-ce que des hommes de tous les âges font partie de votre clientèle? Oui, en fait, là, la moyenne d'âge, on offre des services à partir de 18 ans à aller jusqu'à 99 ans et plus au besoin, là, mais il y a des hommes de tous les âges là, qui viennent chercher des services, oui. OK. Et pas toujours pour les mêmes choses, finalement. Pour des raisons très variées. OK. Puis, y a-tu des... Mettons, les plus jeunes, on peut pas dire que les plus jeunes, j'imagine, c'est une telle problématique, les plus vieux, c'est une telle problématique. Si tout est conjugué, peu importe l'âge. Oui, bien, tu sais, les problèmes d'ordre social, ils touchent tout le monde. Ouais. Après ça, la nature du problème, tu sais, elle revient, peu importe l'âge, là, généralement. OK. On entend souvent dire que les hommes ont plus de difficultés à s'ouvrir sur les émotions, sur leurs problèmes. C'est toujours vrai en 2025? Oui, c'est vrai. Bien, tu sais, la socialisation des hommes a peut-être évolué, mais ça reste que on socialise pas les gars puis les filles de la même façon dès l'enfance. OK. Donc, oui, ça reste que c'est plus difficile pour les hommes de parler de leurs émotions. Tu sais, ils vont plus parler de ce qu'ils font, généralement, que de parler de comment ils se sentent. OK. Donc, oui. Il y avait des vieilles choses dans le temps qu'on disait, comme les hommes, ça parle de char, ça parle de sport, mais
Ça parle pas vraiment d'eux-mêmes. Ben, il y a des stéréotypes là-dedans. Là. C'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Tu sais, je dirais qu'il y a certains tabous qui sont tombés, puis les hommes sont capables de parler. Je pense que tu sais, quand ils arrivent dans un milieu où ils se sentent en sécurité, ils sont plus capables de s'ouvrir généralement. Mais je pense que ça prend un lien de confiance puis un endroit sécuritaire pour pouvoir le faire. OK. Dans ce temps-là, généralement, les hommes arrivent à parler de leurs émotions. OK. Mais la difficulté est quand même toujours là, un peu présente? Ou... Ça dépend des hommes, encore une fois. T'sais, on peut pas dire que tous les hommes sont incapables de parler de leurs émotions. Il y a des hommes qui sont capables de le faire, puis il y en a qui le sont moins. T'sais, ça dépend vraiment de la personne. OK. Pourquoi, selon toi, encore aujourd'hui, certains hommes ont tendance à cacher leur souffrance jusqu'à ce qu'ils touchent le fond avant d'éclater? C'est là qu'on a besoin de bouger. Bien, c'est parce que dès l'enfance, on socialise les hommes à être autonomes, à s'occuper de leurs problèmes, à les régler. On va dire souvent que les hommes, ils cherchent des solutions, puis les femmes veulent se faire écouter quand ils vivent des difficultés. Donc, c'est ça. Ce que ça fait, c'est que généralement, ils vont attendre avant de vraiment demander de l'aide parce qu'ils se disent qu'ils vont être capables de s'en sortir. Ils vont essayer le plus possible de choses qu'ils connaissent pour régler le faire par eux autres mêmes. Oui, c'est ça. Parce que, demander de l'aide, ça reste que, pour certaines personnes, c'est comme un aveu de faiblesse, là, de dire je suis rendu que j'ai besoin d'aide. Comme s'ils n'avaient pas été capables, finalement, de régler ça par eux-mêmes. Là. Donc, il y a ça là, qui joue parfois. Là. Qui est encore... Fait que ça existe finalement encore quand même en 2025. Là. Il y a quand même un pas à faire là-dessus. Oui. OK. Parmi vos services les plus spécialisés, vous intervenez auprès des hommes ayant vécu un ou plusieurs abus sexuels à l'enfance, l'adolescence ou même à l'âge adulte. Quelles sont les conséquences qu'un homme peut vivre à la suite d'un abus sexuel? Bien, généralement, on va voir de la honte, de la culpabilité, des sentiments dépressifs, de l'anxiété. Les conséquences sont généralement les mêmes pour les hommes et les femmes. La différence qu'on va observer chez les hommes, c'est que les hommes ont tendance parfois à penser que c'est de leur faute ou que ça n'aurait pas dû leur arriver parce que c'est des gars. On parle beaucoup des abus sexuels qui sont faits envers les femmes. Oui. Envers les hommes, on en parle moins comme si ça n'arrivait pas. Mais pourtant, ça l'arrive. Donc, quand il y a des hommes, là, généralement, les hommes attendent 42 ans avant de faire une demande d'aide pour un abus sexuel qui a été vécu. Peu importe à quel moment de leur existence. Oui, bien aujourd'hui, on en voit là, des jeunes qui ont vécu des abus sexuels puis qui vont faire une demande d'aide puis vont dévoiler. Mais, 18 à 30 ans davantage, comme on disait tantôt. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup d'hommes qui viennent dans nos services qui ont attendu 25, 30, 40 ans avant d'en parler, des fois même plus. Là. Qui ont gardé ça en eux-mêmes, finalement. Oui, parce qu'il y avait honte, il y avait peur de se faire dire que c'était pas vrai. Puis il y en a beaucoup aussi qui se le sont fait dire. Dans ce temps-là, c'est des freins à aller demander de l'aide. Oui, je peux comprendre. C'est une problématique, c'est vrai, à laquelle on pense pas souvent. Côté... Mais on va voir des difficultés à faire confiance chez ces hommes-là, des difficultés parfois à communiquer comment ils se sentent. Fait que ça amène des difficultés dans leurs relations, généralement. Là, de pas, des fois, c'est des hommes qui n'ont pas été crus quand ils en ont parlé ou qui se sont fait culpabiliser d'avoir parlé ou d'avoir vécu ça. Donc, ou qui s'auto-culpabilisent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas nécessairement parlé non plus. Bien, c'est ça. Ça amène toutes sortes de comportements qui sont des stratégies pour survivre à ce qu'ils ont vécu. Puis nous autres, on va essayer de travailler justement avec ces forces-là aussi, puis de déconstruire parfois certains mécanismes qui ont pu se construire pour y faire face. Oui. OK. Plus précisément, comment venez-vous en aide aux hommes victimes d'abus sexuels? Bien, en fait, on a une approche qui est centrée sur le trauma. Donc, on va aider l'homme à prendre connaissance des conséquences qu'il a vécues suite aux abus sexuels. On va regarder avec lui c'est où que les conséquences apparaissent le plus, puis travailler en fonction de ça, en fonction aussi de lui, ce qui est prêt à travailler à ce moment-là. Donc, on va faire un peu une histoire de vie de la personne. Là, c'est toute une approche qui est faite là, selon
au rythme de la personne, hein, parce que, tu sais, quand on approche, quand on parle de des traumas, ça peut être difficile. Là. Ouais. Donc... ça doit être difficile pour les hommes, déjà, de parler de ça, revivre oui. cette expérience-là d'une certaine façon. Oui, puis, tu sais, ils sont pas obligés non plus d'en parler quand ils viennent nous voir. Il y a des hommes qui vont attendre 20 rencontres avant d'en parler, puis d'autres, ça va être dès la première rencontre. Fait on va vraiment au rythme de la personne, puis on travaille avec ce qu'elle nous amène. Donc, tu sais, on est capable de cibler un peu c'est où les conséquences... où ils sont les plus apparentes, puis où est-ce que cette personne-là vit des dérangements, mais on va travailler en fonction de ça, vers un mieux-être. Là. Souvent, on va travailler au niveau de la confiance, puis à établir des relations plus saines, à être capable de mettre des limites dans ces relations, s'entourer de personnes qui sont positives pour eux. Là. OK. Mais il y a moyen de s'en sortir, de toute façon. Oui, bien, généralement, juste d'en avoir parlé déjà là, ça leur fait du bien, généralement. OK. Est-ce que vous organisez des conférences, des cafés-discussions? Quels sont les principaux thèmes qui sont abordés au cours de ces rencontres? C'est assez variable. Ça va selon le besoin qui émerge quand les gens y vont. Là, il y a un thème. Quand les gens vont à un café-discussion, il y a toujours un thème. Là, puis qui est supposé résonner avec les réalités vécues par les hommes. Là, il y en avait un... qui était sur la séparation conjugale. Un autre moment donné, c'était sur la solitude et l'isolement. D'autres fois, ça va être sur les relations. Ça va un peu selon la discussion du précédent café-discussion. Quelle problématique Qu'est-ce qui est ressorti peut-être de la discussion? Oui, c'est ça. Qui n'avait pas été nécessairement abordé, ce qui donne des pistes finalement pour ça peut être l'élaboration de la conférence ou de l'atelier ou du café de discussion d'après. C'est ça, ça peut être sur le rôle de père aujourd'hui en 2025. C'est assez variable. Là. OK. Fait que c'est selon finalement les... C'est beaucoup inspiré, finalement, par les questions que les hommes se posent. C'est ça. Mais il y a toujours un thème qui est décidé d'avance puis qui permet, quand on en fait la promotion, bien, ça permet aux gens de valider s'ils sont intéressés ou non par ce café-là. Puis les gens qui s'y présentent, bien, ils ont un intérêt pour le thème. Là. Est-ce que vous organisez d'autres événements que ceux qu'on vient de mentionner? Bien, on a, par exemple, des conférences là, qui sont données via Facebook, via la page de l'organisme là, à chaque mois, sur différents thèmes. C'est une psychologue qui donne des conférences, là, justement, sur des sujets. Ça peut être l'intimité. L'autre fois, c'était est-ce qu'on peut changer la personne qu'on aime? C'est différents sujets de ce type-là, généralement, là, qui sont abordés. OK. Est-ce que Partage au masculin collabore avec d'autres organismes ou partenaires pour aider les hommes en difficulté? Oui, bien, tu sais, par exemple, on peut parler de Alter Agir, tu sais, qui, eux, ils interviennent en violence conjugale. Donc, des fois, quand la personne va avoir des comportements violents, bien, on va référer vers Alter Agir. OK. Et Alter Agir peut référer exactement. vers vous aussi. Quand la personne, on voit qu'elle n'a pas de comportement violent, bien, tu sais, ils vont référer vers nous. Il y a Execo aussi, qui nous réfère des gens, puis nous, on en réfère... le CLSC aussi. En fait, tous les organismes, quand ils rencontrent des hommes qui vivent des difficultés pour lesquelles un suivi là, psychosocial pourrait être pertinent, bien, ils vont nous les référer. Puis nous aussi, on va référer vers d'autres organismes, dépendamment du besoin de la personne. OK, parfait. Pour les gens qui désiraient vous contacter, peut-être une chose que je veux parler avant, parce que sur votre site web, je voyais une auto-évaluation sur la santé physique et mentale. Je pense que ça serait quelque chose quand même qui serait peut-être approprié là, pour les hommes aussi. Oui, en fait, c'est comme ça l'amène vers un autre page web là, qui est allume.org. Ouais. C'est pour faire un peu un check-up de la santé mentale. Est-ce que l'homme, à ce moment-là, par exemple, est-ce qu'il y a des symptômes dépressifs? Est-ce qu'il y a des symptômes d'anxiété? Okay. Est-ce qu'il y a des pensées suicidaires? Puis des fois, ça permet juste de voir un peu c'est quoi l'état, puis de valider le ressenti de la personne à ce moment-là. OK. Parce que des fois, avec le rythme de la vie qu'on a maintenant, on ne s'arrête pas souvent à des choses comme ça. Non, c'est ça. Ça peut être intéressant quand même. Mais quand les gens viennent consulter le site web, ils peuvent être un peu en évaluation de savoir s'ils ont réellement besoin. Puis ce test-là peut aider comme à valider ou à donner un peu une assise là, à faire leur demande. Là. Parfait. Et pour les gens qui désiraient vous contacter, par quel moyen est-il possible de vous rejoindre?
Ils peuvent nous contacter via le numéro sans frais de l'organisme. On a des numéros de téléphone aussi pour chaque point de service. Ils sont disponibles sur les affiches qu'on distribue dans les dépliants, les cartes d'affaires. Sur votre site Web? Le site Web aussi, il y a un numéro. Il y a un numéro sans frais. C'est possible de nous contacter par courriel aussi ou via la page Facebook. Là, parfois, il y a des gens qui font des demandes via Messenger. OK, la page Facebook Partage au masculin. Oui. Eh bien, merci beaucoup, Julie, de Merci la participation. Ça a été très apprécié. Et bonne poursuite dans vos activités. Merci.